d'une injustice, d'inégalité, de discrimination? De quoi parle-t-on vraiment? Si ça vous intéresse, restez avec nous. Bienvenue à toutes et tous dans cette collection Les causeries de l'égalité. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre la nouvelle série Égalité et genre sur le thème Femmes et discrimination. Bonjour, Joanne de Chepitellier. Je suis très heureuse de vous recevoir afin de m'entretenir avec vous une nouvelle fois. Bonjour Patricia Ducré, merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois à discuter, à échanger avec vous sur des sujets aussi importants. Et nous avons choisi ensemble de parler des comportements discriminatoires et pour faire le lien, si lien il y a, avec les femmes. Alors, notre présent échange a pour objet d'insister sur les liens existants entre les comportements discriminatoires et les femmes au sein de notre société. Mais avant que vous nous expliquiez comment le droit pénal, qui est votre spécialité, n'est-ce pas, entend lutter contre ces comportements, eh bien, il me paraît important que les personnes qui nous regardent comprennent bien la différence entre deux notions souvent confondues, à savoir d'une part l'inégalité, d'autre part, la discrimination. Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette première question parce qu'il est très important, notamment pour les juristes, de bien distinguer les notions pour ne pas les confondre et surtout quand elles ne relèvent pas en fait de la même logique juridique. Alors si on prend les deux concepts en même temps, l'inégalité, d'une part, va représenter une situation de fait, un état de fait qui peut être engendré par différents types de facteurs. Certains de ces facteurs vont pouvoir tenir à une personne pour ce qu'elle est en elle-même. Son âge, son état de santé, son origine, son handicap, ou même sa confession supposée, qui sont possiblement ciblés comme facteurs d'inégalité sociale. Tandis que d'autres facteurs d'inégalité vont quant à eux jouer sur les structures sociales et économiques parce que ces structures ne vont pas consacrer une égalité réelle, une égalité pleine, concrète. Alors on pourrait évidemment multiplier les critères sociaux par lesquels on peut voir des disparités et donc des facteurs d'inégalité. C'est le cas des revenus, c'est le cas encore des facilités d'accès qui sont individuelles aux richesses, aux services. On peut aussi évoquer les conditions de vie. Et donc, c'est vrai que le concept d'inégalité, on a l'impression qu'il est un peu présent partout, mais il est aussi lié, malheureusement, bien évidemment, aux différences de structures sociales et économiques qui sont générées dans notre société et bien souvent dans la plupart des sociétés. Alors, parle pour la santé, par exemple. Exactement, tout à fait. J'aurais pu le citer. La discrimination, quant à elle, est plutôt un acte, un comportement volontaire d'une personne, voire d'une autorité, qui opère une discrimination, qui discrimine. Alors pour bien voir la différence, il faut avoir en tête que les personnes qui opèrent une discrimination vont se fonder sur un critère de distinction qui est jugé socialement illégitime, ou faire entrer une discrimination en utilisant un critère ou une pratique qui est en apparence neutre, mais qui est susceptible de produire un désavantage pour certaines personnes. La définition que je viens de vous donner montre qu'il existe en fait deux notions dans la notion. La notion de discrimination directe et la notion de discrimination indirecte. Et bien évidemment, les deux sont susceptibles d'être combattus par le droit, sachant que les discriminations indirectes sont sournoises, parce qu'en fait, elles ne produisent de la discrimination, une différence de traitement au détriment de certains groupes de personnes, ou une personne déterminée pour un critère illégitime, mais elles sont beaucoup moins visibles dans notre société que les comportements discriminatoires de façon directe. Alors pour prendre un exemple, il suffit bien évidemment d'avoir en tête que si, par exemple,
on avait la volonté de réformer le régime des retraites. On sait bien que ça a fait l'objet d'une actualité brûlante, et pas que pour les juristes, et que pour la réforme des retraites, on décidé d'accorder un avantage, quel qu'il soit, à une personne qui uniquement a une retraite à taux plein lorsqu'elle a travaillé à temps complet. On se dit bien que l'avantage que l'on va accorder cible un groupe de personnes en raison du temps complet qu'elle a assuré durant sa durée de travail. Oui. Le critère en lui-même n'est pas un critère discriminatoire. On ne peut donc pas voir dans cette démarche juridique une discrimination directe. Mais quand on regarde les chiffres, on se doute bien que bien plus de femmes que d'hommes ont travaillé à temps partiel, notamment parce qu'il y a plus de femmes, et les chiffres que l'on a en la matière par région avoisinent les 30%, travaillent à temps partiel, ce qui revient, vous voyez, à opérer une discrimination indirecte à raison du sexe des personnes retraitées, si on ne vise comme critère neutre de base que le temps complet. Donc, effectivement, la discrimination indirecte, qui est beaucoup plus difficile à identifier, est tout de même une discrimination que peut, bien évidemment, combattre le droit. Alors cette fois-ci, comment essayer de bien concilier les deux concepts en question, le concept d'inégalité d'une part et le concept de discrimination d'autre part? On peut prendre un exemple tout bête. On a tous besoin, à un moment de notre vie, de souscrire, par exemple, une assurance de prêt immobilier. Oui. L'assureur va pouvoir faire une proposition de couverture assurantielle après avoir évalué au plus juste l'aléa, le risque qu'il prend à accorder à telle ou telle personne la police d'assurance qui lui revient. Il va donc pouvoir tenir compte de critères tels que le revenu des personnes, mais aussi l'âge des personnes, l'état de santé des personnes, pour tenir compte de ces critères dans l'évaluation de l'offre de contrat d'assurance qu'il s'apprête à lui faire. On voit donc bien que le souscripteur risque de payer plus si son âge est avancé et si son état de santé, malheureusement, est compromis, que s'il est beaucoup plus jeune et qu'il est en bonne santé. Là, il n'y a pas, vous voyez, dans la logique du contrat d'assurance, de discrimination, parce que par définition, les critères utilisés sont des critères qui certes génèrent des inégalités, mais ne sont pas opérés dans un but illégitime. En revanche, il suffirait de changer de critères d'évaluation pour que l'offre d'assurance de prêt devienne en elle-même un comportement discriminatoire. Il suffirait par exemple que l'on tienne compte de la couleur de peau ou encore de l'origine de la personne ou de la confession de la personne pour en faire un élément lié à l'évaluation, bien évidemment, de l'aléa pour que ce soit discriminatoire. Alors, cependant, pour que la discrimination, parce que c'est elle qui va nous intéresser, soit saisie et combattue par le droit, encore faut-il que le critère qui va être utilisé par l'agent pour différencier entre elles des personnes puisse être considéré comme illégitime. Ça veut dire proscrit dans nos pratiques sociales. Et ça, bien évidemment, ça implique que le législateur s'intéresse aux critères de discrimination. Alors, pour les juristes et pour les sciences juridiques en général, il ressort en fait de ce que je viens de dire une double approche de la notion même de discrimination. Et selon le professeur Daniel Lochac, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de discrimination, elle considère que la discrimination est conçue de manière extensive lorsqu'elle vise toute différence de traitement qui n'est pas justifiée, notamment par une différence de situation. Il s'agit donc, sous cet angle, d'une atteinte arbitraire, sans motif légitime, au principe d'égalité. Donc ça, c'est l'approche large de la notion de discrimination. Mais la même notion pourrait aussi, puisqu'on est un peu binaire chez les juristes, recevoir une interprétation, une approche beaucoup plus restrictive, cette fois, pour désigner le traitement défavorable dont sont victimes certaines personnes en raison d'une fragilité qui leur est propre ou en raison d'un état qui est perçu comme par l'auteur des faits comme une fragilité. Alors lorsque le droit, au moins en partie, aborde la discrimination dans sa conception restrictive, il en vient de fait à nommer les critères qu'il veut combattre,
parce qu'ils sont susceptibles de fonder dans l'esprit de certaines personnes l'accomplissement d'actes volontairement discriminatoires. Et c'est cette conception qui est à l'œuvre justement dans notre code pénal. Alors après cette présentation de la distinction entre l'inégalité et la discrimination, comment, au fond, le droit pénal a-t-il été mobilisé pour lutter contre les comportements discriminatoires? Et est-ce que le sexe a représenté rapidement, peut-on dire, un critère distinctif illégitime, selon vous? Tout à fait. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire, toujours pour comprendre l'évolution des notions. Donc, dès avant la réforme d'ampleur qu'a connue le Code pénal, qui a été complètement refondu par plusieurs lois successives de juillet 1992, l'œuvre contenait déjà, à minima, un embryon de lutte contre les comportements discriminatoires. Je m'explique. Précisément, l'ancien Code pénal avait un titre réservé à la définition et à la punition des crimes et délits contre les particuliers. Et c'est à l'intérieur de cet ensemble que l'on retrouvait l'article 416 qui incriminait la violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts, au sein duquel l'idée de discrimination était bel et bien présente. Cette idée consistait d'abord à prohiber tout refus de fourniture de biens ou de services qui auraient été motivés par l'un des critères distinctifs identifiés alors comme illégitimes. Et parmi ces critères, on retrouvait le sexe, les mœurs, la situation de famille, l'état de santé ou encore le handicap d'une personne. Donc pour répondre à votre question, oui, quand on a abordé les discriminations dans le Code pénal dès l'ancien Code pénal, dont le nouveau est entré en vigueur en 1994, il date un peu maintenant, il y avait bien cette référence au sexe des personnes pour justement le combattre comme critère de comportement visant une discrimination dans une situation bel et bien déterminée. Alors, le même texte était encore plus intéressant parce qu'il voyait la discrimination sous l'angle du droit du travail, là où elle s'exprime de façon assez importante, et il visait déjà des discriminations à l'embauche où le licenciement effectué pour l'un des motifs que j'ai énumérés est bien évidemment pour un motif lié au sexe des individus. Alors le texte, dans sa version que je viens de citer, ne date pas pour autant de la création de l'ancien Code pénal, c'est-à-dire de 1810, mais de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 85 qui portait diverses dispositions d'ordre social. Oui, vous dites que c'est récent, ça étonne évidemment, mais il y a bien, si vous voulez, une prise en compte de ces comportements discriminatoires au beau milieu des années 80, ce qui peut paraître surprenant vu l'état du sujet aujourd'hui, la médiatisation du sujet que l'on connaît. Alors, bien évidemment, cette loi de 1985 a été un premier pas intéressant, où le sexe d'une personne est d'emblée apparu comme un critère distinctif illégitime, mais le texte n'est pas très satisfaisant en son état d'origine, parce qu'il ne définissait même pas le concept de discrimination, et sans définition légale, bien évidemment, il revenait à la jurisprudence de façon assez naturelle de trouver la zone d'application, le rythme de croisière, comme je me plais à le dire, du texte donné. Alors depuis justement l'entrée en vigueur du Code pénal actuel en 1994, les discriminations débutent vraiment les dispositions relatives aux atteintes à la dignité de la personne humaine et ne sont donc plus réservées, puisque c'était le cas sous l'ancien Code, au domaine du commerce et du travail. Donc le message, à mon sens, il est particulièrement intéressant, puisque vous voyez que dans le Code pénal actuel, on va faire un lien entre les discriminations et la dignité humaine. Et c'est la perspective qui est intéressante. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une idée fondamentale. L'idée est désormais de dire que la lutte contre les discriminations est telle que ces comportements vont atteindre la dignité des victimes en raison du rejet social qui les cible de manière arbitraire, c'est-à-dire en raison d'un critère distinctif que certains utilisent alors qu'en fait, c'est prohibé. Donc on voit bien que la personne est atteinte dans sa dignité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'elle est et surtout ce qu'elle représente socialement qui est ciblé comme une raison d'être de sa différence, du rejet dont elle va faire l'objet. C'est donc éminemment un lien intéressant
entre la personne et la dignité de celle-ci, et même les ressorts de la dignité sociale qui sont ici en cause. Alors, la logique juridique utilisée aujourd'hui est, somme toute, assez simple. Elle ne consiste pas à sanctionner toute forme de distinction, toute forme de sélection opérée entre les personnes. Oui. On a le droit de distinguer, on a le droit de sélectionner. Ça peut générer des inégalités, mais fondamentalement, le fait de distinguer n'est pas prohibé. Mais on en vient justement à cibler les distinctions qui reposent sur un critère illicite et qui se transforment en acte concret, c'est-à-dire qui ne demeurent pas au simple état d'opinion. L'idée, c'est de ne pas atteindre, bien évidemment, la liberté d'opinion et plus globalement, la liberté d'expression. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, et j'espère qu'ils seront nombreux, l'article 225-1 du Code pénal envisage aujourd'hui la discrimination comme un comportement illicite lorsqu'il est question pour un individu de distinguer une ou plusieurs personnes sur l'un des fondements qui, parce qu'il est identifié par la loi pénale, en devient un fondement illicite. Et dans sa version actuelle, qui a été maintes fois remaniée, le texte en question a été refondu par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Et grâce à cette modification, aujourd'hui, on n'a pas moins de 22 critères identifiés à l'intérieur de l'article comme des critères susceptibles de générer des comportements discriminatoires au sens illicite du terme. Et parmi ces critères, on va retrouver évidemment le sexe, il n'a pas disparu, il était même là à l'origine, mais également d'autres critères qui sont associés à l'autodétermination des personnes, tels que leur choix de famille, leur situation de famille, l'identité de genre, leur orientation sexuelle ou encore leurs opinions politiques. Et en outre, si la quasi-totalité de ces critères identifiés ne semble être relatifs qu'aux personnes physiques, la loi pénale tient utilement compte du fait qu'une personne morale puisse subir une discrimination justement par ricochet parce que l'un de ses membres fait, lui, l'objet d'un traitement discriminatoire. Et donc, dans le même esprit de discrimination par ricochet, la jurisprudence vient considérer que l'infraction de discrimination est punissable en tant que telle lorsqu'en fait, une personne en vient à subir une discrimination qui cible en fait quelqu'un d'autre qu'elle, avec laquelle elle entretient un lien. C'est ainsi, par exemple, qu'il est possible de sanctionner le fait de discriminer une personne en raison des opinions politiques de son conjoint. Mais attention, parce que c'est plus compliqué encore. La distinction que je viens d'opérer, de rappeler, ne peut pas revêtir n'importe quelle forme comportementale pour tomber sous le coup de la loi pénale. Bien au contraire, seuls les actes qui vont être visés par l'article qui suit, le 225-2, sont concernés. Et on y retrouve, par exemple, le refus de biens, le refus de service, le refus de droit accordé par la loi, le refus d'un travail, ou le fait d'y mettre fin, ou encore le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. Oui. Ça veut donc dire, vous le voyez, que vous allez utiliser un critère de distinction qui doit faire partie de la liste, mais en plus, vous devez vous livrer à un comportement volontaire qui est l'un de ceux prohibés par la loi, pour que la discrimination, bien évidemment, puisse être consommée. D'ailleurs, la lutte contre les discriminations continue aujourd'hui dans notre droit positif de prendre une envergure qui est grandissante, puisque l'approche qui vient d'être décrite a été très heureusement complétée par la prise en considération de ce que l'on peut appeler les discriminations différées ou encore les discriminations à retardement. Alors cette idée, elle est particulièrement présente, et on va faire le lien avec les femmes tout de suite, dans des hypothèses où une personne en vient à être discriminée, soit parce qu'elle subit ou a refusé de subir un harcèlement sexuel ou des faits de bizutage, soit encore parce qu'elle a témoigné, notamment en justice, de tels faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'hypothèse précise que je viens de rappeler, la victime n'est pas discriminée pour son appartenance ou sa non-appartenance à un groupe, mais parce qu'elle a adopté un comportement d'opposition, de soumission ou de rébellion à la domination d'autrui. Vous voyez que c'est pour ça que la discrimination devient en fait à retardement, parce qu'elle est liée à un motif qui n'était pas l'un des critères à la base identifiés par la loi comme étant illégitime. Et c'est là que le sexe des victimes peut encore retrouver un vecteur en fait d'application, puisque dans les situations
qui ont été nommés ici, le harcèlement sexuel notamment, la proportion des femmes est bien plus élevée que celle des hommes. Donc vous voyez qu'à rebours, on en vient à lutter plus efficacement encore contre les comportements à visée discriminatoire dont sont bien évidemment beaucoup plus victimes les femmes. Pour juste prendre quelques chiffres, si l'on prend le seul exemple du harcèlement sexuel au travail, les enquêtes de victimation révèlent aujourd'hui que 10 à 12% des femmes contre 2% d'hommes déclarent avoir été victimes de ce type de harcèlement dans les 12 mois précédant l'enquête. Et en 2016, l'Office national de la délinquance et des réponses pénales a mis en lumière que 23% des femmes contre seulement 6% d'hommes déclaraient avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur vie. Donc vous voyez que finalement, cette idée de discrimination différée ou à retardement en vient à mieux protéger les femmes parce que le besoin qui leur est corrélatif est plus important que celui respectivement des hommes. Oui, je comprends. Alors, si l'on vous suit bien, vous voulez dire que les femmes, en raison de leur sexe, sont bien plus souvent exposées aux comportements discriminatoires. Parce que, si j'ai bien compris, les formes que sont susceptibles de revêtir ces derniers les concernent amplement, au fond. Oui, je pense qu'on peut l'affirmer. Alors, je l'affirme moi par une étude scientifique, bien évidemment liée aux discriminations, mais ce n'est pas les textes qui le disent comme ça. Je m'explique. Pour expliquer cette exposition particulière des femmes au risque d'être discriminées, il faut, à mon sens, revenir à ce qu'est le sexisme. Oui, effectivement, j'y pensais, justement. Le sexisme, il s'agit d'une attitude discriminatoire qui est fondée sur le sexe, voire par extension, parce qu'on confond souvent les deux, sur le genre d'une personne. Alors que le genre n'est qu'une construction sociale de l'identité des personnes en fonction de leur sexe, pour leur affilier des rôles, bien évidemment stéréotypés. Le sexisme correspond très précisément à l'intériorisation chez un sujet de l'idée que la personne qui n'est pas du même sexe ou du même genre lui est inférieure. Tout à fait. La personne sexiste ne reconnaît pas la personne de l'autre sexe comme son semblable, son alter ego, et l'affilie à certains rôles ou comportements sociaux perçus comme inférieurs aux siens. On voit donc bien que l'idée de domination est très présente dans le sexisme et il n'y a aucune hésitation à affirmer qu'il est l'une des conséquences du patriarcat, du modèle patriarcal. Et sous cet angle, le sexisme va prendre les femmes pour cible privilégiée. Dans ces conditions, on le voit, le sexisme, qui est avant tout une croyance personnelle, va pouvoir donner lieu en lui-même, parce qu'il est une idée profonde, ancrée chez les individus, à des attitudes discriminatoires, qui certes sont susceptibles d'entrer dans la définition des discriminations proprement dites, celles que j'ai rappelées, des articles 221-5 et -2, 225-1 et 225-2 du Code pénal, mais qui sont également susceptibles d'être très différents. C'est-à-dire ne pas entrer dans la fameuse liste dont j'ai parlé tout à l'heure, visée par le Code pénal. Prenons un exemple pour expliciter l'idée. Imaginons que des propos injurieux soient susceptibles d'être adressés à une femme par une personne qui perçoit son sexe ou son genre comme inférieur au sien. Il ne s'agit plus, dans une pareille hypothèse, d'une simple injure, mais d'une injure ayant pour raison profonde, ayant pour mobile, la croyance intériorisée et acquise d'être supérieure à la victime. J'injurie donc parce que je pense que la personne, pour la seule raison de son sexe, mérite d'être injuriée. Or, l'injure va provoquer une hostilité, une atteinte offensante et malmener la dignité de la personne en question. Si l'attitude, on le voit dans son état d'esprit, tel que je viens de vous le restituer, est assurément discriminatoire, elle ne peut pas être punissable sur le fondement des articles 225-1 et suivants du Code pénal, justement parce que l'acte réalisé, à savoir injurier autrui, ne fait pas partie de la liste que je vous ai rappelée tout à l'heure et qui est identifiée à l'article 225-2 du même code. Alors, que voulez-vous dire? Que les comportements sexistes en général ne peuvent être punis alors qu'ils sont discriminatoires, parce que les lois pénales qui nomment et incriminent les discriminations ne le prévoient pas? Alors,
La réponse est non, bien au contraire. Mais il faut changer de logique juridique. Si l'on revient à ma logique de base, la lutte contre le sexisme, en général, a débuté en dehors, bien évidemment, de la constitution matérielle des discriminations des articles 225-1 et suivants du Code pénal, de par la reconnaissance de nouveaux mobiles susceptibles d'aggraver la répression des discours publics qui sont constitutifs d'infractions à la loi sur la liberté de la presse. Quand on reprend un petit peu l'historique de cette lutte contre le sexisme en général, que vous ciblez dans votre question, et merci de la poser, la loi du 30 décembre 2004 a effectivement permis l'aggravation des diffamations et injures publiques commises envers les particuliers lorsque de tels faits sont commis à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou même du handicap de la victime. On voit donc que par cette voie, le législateur a cherché à dissuader notamment les discours attentatoires à l'égalité femmes-hommes, précisément lorsque leur dimension publique présente un risque de propagation, d'imitation par autrui. On sait très bien que si on ne lutte pas contre les injures ou les diffamations à caractère sexiste, l'idée, ce serait de banaliser, de laisser se banaliser le comportement et laisser à n'importe qui le soin de l'imiter, au détriment, bien évidemment, des personnes qui sont visées par le comportement injurieux ou encore diffamatoire. Mais c'est bien plus tard, par une loi dont j'ai d'ailleurs fait le commentaire, la loi du 27 janvier 2017, qui a considérablement renforcé la lutte contre le sexisme en faisant du mobile sexiste, donc de l'opinion en tant que telle, de l'idée intériorisée, une circonstance aggravante générale. Ça veut donc dire que désormais, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, toute infraction peut voir sa répression être aggravée parce qu'il est prouvé que les faits ont été motivés par l'attitude sexiste de leur auteur. C'est le fameux article 132-77 du Code pénal qui est à l'œuvre. Alors, ce message qui est porté ici par la loi pénale est très intéressant parce qu'il se montre pleinement favorable à l'égalité femmes-hommes, puisque la moindre infraction présentant une visée sexiste est combattue pour ce qu'elle est dans les moindres aspects de l'intention qui la sous-tend. Et c'est, à mon sens, un symbole très fort, ici, de l'égalité femmes-hommes, justement pour éviter que certains discours en viennent à ruiner les efforts que l'on construit depuis plusieurs décennies maintenant en matière d'égalité liée au sexe. Alors, la difficulté quand même, parce qu'il y a toujours une difficulté derrière, c'est que la logique du mobile discriminatoire à caractère sexiste se heurte malheureusement, et les juristes n'y peuvent pas grand-chose, à la lourde difficulté d'établir la preuve de l'intention. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est de l'ordre intentionnel est assez impalpable, peu tangible. Or, ce qui ne se prouve pas ne peut pas s'établir en justice et bien des situations, malheureusement, se confrontent à un obstacle probatoire qui est quasi insurmontable. Et c'est très compliqué de venir prouver que tel ou tel comportement est lié en fait à une intention discriminatoire est lié au sexisme intériorisé de l'agent, d'où l'idée d'essayer quelquefois de contourner cet obstacle probatoire avec des solutions. Et donc, je ne suis pas venu avec que des problèmes à souligner. Je suis venu aussi avec un lot de solutions, puisque les juges sont appelés par le législateur à analyser minutieusement toutes les circonstances dans lesquelles les faits, notamment discriminatoires, ont été commis, faits qui représentent en eux-mêmes des données tangibles. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, par exemple, s'intéresser aux propos en eux-mêmes, aux écrits qui les ont précédés, aux images, aux objets ou aux actes de toute nature qui composent en fait les éléments de situation sur lesquels on va pouvoir prêter une attention particulière, une acuité particulière, afin d'en extraire possiblement le mobile sexiste. Ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de certitude en la matière. On n'a pas besoin d'en venir à prouver précisément le fait que tel individu, poursuivi notamment pour injure sexiste, en vient à adhérer à l'idéologie même du sexisme. Il faut simplement partir des données de la situation considérée pour y traquer, à travers ces éléments apparents, l'idée même d'une intention sexiste animant l'auteur des faits. Alors ce mécanisme probatoire,
On le connaît hein, en droit pénal notamment, c'est le mécanisme des présomptions de fait. Elles sont très courantes et elles sont particulièrement utiles pour le droit pénal lorsque celui-ci veut joindre, bien évidemment, la parole aux actes. Eh bien, je vous remercie, cher Johan, de nous avoir proposé justement des solutions face aux discriminations auxquelles font face un certain nombre de femmes aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Patricia.